Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Donc voici le sommaire. Depuis ce dimanche, les démocrates comptent une nouvelle adhésion dans leur rang. Il s'agit de Nadine Okumansou et son mouvement Creuset des jeunes leaders. La cérémonie officielle d'adhésion a eu lieu à Cotonou en présence du premier vice-président du bureau politique national du parti, les démocrates. Compte rendu à suivre dans un instant. Ensuite, la salle bleue du palais des congrès de Cotonou était ce samedi aux couleurs des produits locaux. C'est une initiative de la Belle Groupe internationale. L'objectif de ce forum international sur le consommation local et la libre entreprise est de contribuer à la promotion des produits made in Benin, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'international. Et puis enfin, le gagnant du jeu La main de fer organisé par l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin, Franck Klaou, est reparti ce dimanche avec le véhicule Suzuki Vitara d'une valeur de 15 millions de francs CFA. C'est le prix qui revient au gagnant de ce concours démarré ce samedi 8 octobre et qui a pris fin, bien entendu, 26 heures après de compétition. Ils sont 14 à compétir sur les 20 candidats présélectionnés. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le parti politique Les Démocrates compte depuis ce dimanche une nouvelle adhésion dans le rang de ses militants. Il s'agit de Nadine Okumansou et son mouvement Creuset des jeunes leaders. La cérémonie officielle d'adhésion a eu lieu à Cotonou en présence du premier vice-président du bureau politique national du parti, Noureni Achadi. Ali Moumouni, Henri Gantin pour le compte rendu. C'est fait. Nadine Okumansou est désormais membre du parti politique Les Démocrates. L'adhésion est officielle et c'est avec le mouvement Creuset des jeunes leaders, Cregel, qu'elle se réalise. Ambiance forte, soutenue par des jeunes, alors que la nouvelle adhérente expose les raisons de son choix. Qui mieux que la jeunesse pour assurer la relève, le changement? Franck Fanon dira que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Le Creuset des jeunes leaders et moi-même avons compris la portée combien grande de cette pensée et avons décidé de jouer notre partition à une époque où le Bénin tend vers le gouffre. À travers ce geste, Nadine Okumansou entend contribuer à restaurer la confiance du peuple béninois. Et c'est l'un des combats les plus importants de son creuset qu'elle veut poursuivre dans sa nouvelle maison. Vous êtes dans votre maison naturelle. Vous êtes dans votre parti naturel. Vous n'adhérez pas aujourd'hui, vous étiez là. Puisque nos combats étaient les mêmes. Donc, naturellement, nous étions ensemble, mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire la cérémonie. L'union entre Nadine Okumansou, le creuset des jeunes leaders et les démocrates est désormais scellée avec des ambitions et des objectifs communs. Et puis nous allons nous rendre à présent dans le département du Mono où les usagers de la voie Atiémé-Adjara se déplacent avec angoisse. Cette voie en latérite longue de plusieurs dizaines de kilomètres est dans un état de dégradation avancée. La situation devient surtout préoccupante en période de pluie où les localités longeant cette voie sont coupées du monde. L'équipe de notre antenne régionale Monokoufo a fait une descente sur les lieux après les dernières pluies et voici le constat signé Narcisse Alossef. Voici les résultats du dernier déluge qui s'est abattu sur le sud de Bénin. Nous sommes sur la voie Atiémé-Adjara dans le département du Mono. Selon les témoignages recueillis auprès des riverains, cette voie qui relie deux grandes communes du Bénin, Atiémé et Grand Popo, est plongée dans cet état chaque fois que Dame Nature fait parler son humeur. Et ces dernières années, quand il pleut, même à pied, tu ne peux pas traverser la voie. Et c'est une voie qui avait de gravier. Mais c'est par le temps, l'usage du temps, que les graviers, les niveleuses qui viennent arranger les voies, renvoient les graviers dans la brousse. Et vous allez constater maintenant que c'est une voie qui n'a même pas de gravier. C'est une voie qui est devenue une voie argileuse. Du coup, circuler devient un véritable casse-tête. Aucun moyen de locomotion n'est recommandé. Si tout véhicule à 4 roues est déconseillé, les 2 roues s'exposent aux chutes et notre équipe de reportage
en a été témoin. Celui qui vit la mésaventure ici est un enseignant qui se rendait en cours. Je vais au cours, mais compte tenu de l'état de la voie, j'ai dû laisser ma moto pour prendre un ZEM. Malheureusement, voilà, à quelques mètres encore, je viens de faire une chute comme vous le constatez. Tout comme lui, nombre d'usagers des établissements scolaires implantés ici vivent les affres des changements climatiques. Tu quittes la maison à 6 heures. Par exemple, sur la voie, il a plu. Tu tombes, le kaki est mouillé avec de la boue. Tu vas te retenir à la maison encore. Il y a plusieurs difficultés. Il y a de l'eau sur la voie. Nous n'avons pas supporté l'eau. On ne sait pas par où passer pour venir à l'école. C'est vraiment difficile. C'est un calvaire de se rendre dans ce CEG-là en période de pluie et surtout lors de l'inondation. On était plus nombreux que ça. Mais cette année, ils sont tous partis. Certains ont abandonné, d'autres ont fait transfert pour aller ailleurs. On risque de faire une année blanche à cause de la voie là, si ça continue comme ça. Certains, visiblement plus avertis ou prévoyants, prennent sur eux des mesures de substitution d'habits et passent à l'acte à l'abri en cas de désagrément. Soucieux des fruits de leur rendement en fin d'année, les apprenants, eux, se disent pénalisés. À cause de l'état de notre voie, nous sommes en retard déjà dans le programme, alors qu'à la fin de l'année, nous allons composer les mêmes épreuves, surtout à l'examen, nous allons composer les mêmes épreuves. Les autres qui sont ailleurs sont déjà en avance sur nous. La préoccupation majeure ici, ce sont des cas d'urgence en cas de maladie, avec un état de dégradation aussi avancé de la seule voie qui relie leur localité au reste du monde. Usagers et riverains craignent pour leur vie. Ni l'ambulance ne peut chercher la femme en travail d'accouchement pour l'hôpital de zone lorsqu'il y a urgence. Surtout les femmes enceintes qui seront vraiment dans un état vraiment compliqué et nous les référons. On ne sait même pas comment il faut faire pour qu'ils puissent aller à la destination, aller à l'hôpital de zone pour mieux prise en charge. Les enfants de moins de 5 ans, nous sommes tous en difficulté, on ne sait pas. Des vies humaines exposées donc au danger ici à Grand Popo et à Thiémé, faute de voies de communication. Pour des communes considérées aussi comme des greniers agricoles, des produits issus des champs sont en souffrance. Les tomates, les produits des champs restent dans les champs et se gâtent et n'arrivent pas sur la voie pour la vente. Pas de voie d'accès pour les acheminer et les écouler. Au cours de notre tournage, nous avons croisé ce sexagénaire qui revenait du champ. Mondele miasio atiema aja ha mojikenne mondele miasio mi de kuku no fio hao bo ne ja gba va pedo mianchi ne va pedo mianchi no wa pa mo jikumi. Le chef de l'État nous a dit que cette voie c'est sa voie. Je veux qu'il entende le cri de détresse de cette communauté, simplement. Détresse et angoisse caractérisent donc le quotidien des usagers de la voie qui relie à Thiémé et à Djaka dans la commune de Grand Popo. Une voie argileuse longue d'une 40aine de kilomètres qui dessert plusieurs localités. Des localités qui hébergent près de 50 000 âmes ici dans le département du Mono. Dans le même registre, la montée des grands cours d'eau du Bénin provoque depuis quelques semaines la crue dans les départements du Bénin, un phénomène dû à une pluviométrie très intense dans la partie septentrionale du pays. La commune déjà lacustre du sud Bénin-Soava n'échappe pas à la furie des eaux qui, justement, gagnent du terrain, engloutissant tout sur son passage. Les images. Dans la commune de Soava, seule la mairie résiste encore à l'invasion du lac Nokoué. Surplombant la terre ferme, elle est pour l'instant épargnée après seulement 12 jours de crue. Par contre, maisons, centres de santé, embarcadères, tout est sous l'eau qui cause des dégâts considérables à la population. Nous sommes habitués à la crue. Celle de cette année a pris d'ampleur. Un phénomène qui arrive tous les ans. Mais il y en a qui surviennent tous les 15 ou 20 ans. L'actuel était survenu il y a exactement 12 ans. 12 ans et des 12 ans, pour cette année, c'est des périodes rares pendant la crue qui perturbent beaucoup la population de Soava. Donc nous sommes en train de vivre des difficiles moments.
Un tel phénomène est survenu il y a 12 ans, explique la population qui ne souhaite pas parler. Les autorités craignent le pire car le niveau de l'eau peut encore monter davantage. Déjà, l'alerte rouge est donnée avec cet indicateur de niveau et aucun décès n'est signalé comme les rumeurs l'annonçaient. Nous ne déplorons aucun décès depuis le mois de juin où ça a commencé. Les eaux sont montées en l'espace de 10 jours et ça reste en furie jusqu'au mois d'octobre. Dans toutes les localités de la commune, les écoles sont au ralenti 2 semaines seulement après la rentrée. Apprenants et enseignants s'inquiètent. Il n'y a aucune école qui ne soit inondée, toutes. Ce qui fait que les difficultés se sont accrues. Accéder aux écoles actuellement, c'est vraiment un calvaire pour les enseignants, également pour les apprenants, même s'ils sont du milieu. Ce qui fait que les parents ont peur de laisser leurs enfants, surtout les petits-enfants, là, aller à l'école. Donc actuellement, les classes de CI, CP, c'est pratiquement vide. La situation n'est pas négligée par les autorités communales. À l'arrivée de notre équipe de reportage, le conseil communal était déjà en séance depuis 7 heures du matin. Et dans l'après-midi, une réunion de crise a été convoquée et à laquelle des partenaires sociaux ont pris part. Nous donnons des recommandations sur le terrain et suite à cela, nous avons convoqué aujourd'hui même, ce vendredi 30 septembre, nous avons convoqué une réunion d'urgence qui a regroupé tous les partenaires sociaux qui sont sur la plateforme. Dans la ville de Cotonou, les quartiers longeant la berge fluviale n'en sont pas épargnés. C'est le cas de Ménotin où les habitants vivent le calvaire. Personne ne vient nous expliquer quoi que ce soit afin de nous permettre les démarches à mener. Nous sommes prêts à payer quelque chose pour être bien logés. Lorsqu'il y a la petite crue, l'eau vient jusque dans la cour, mais la grande a envahi les chambres. Comme Ménotin, d'autres parties de Cotonou sont exposées au phénomène de la crue. Et pour la plupart du temps, les habitants sont contraints d'aller chercher d'autres abris ailleurs en attendant la décrue. Situation allaitante également dans le département de l'Ouémé. Les autorités administratives et communales de Dangbo s'inquiètent pour des populations des arrondissements inondés en raison de la crue. Elles ont effectué une descente dans ces 4 arrondissements situés dans la vallée pour constater les affres de la montée des eaux du fleuve Ouémé. Les dégâts sont importants et les populations appellent au secours les pouvoirs publics. Reportage. Les membres de la plateforme communale de gestion des risques et catastrophes et d'adaptation au changement climatique n'en revenaient pas. Les eaux ont tout ravagé dans les 4 arrondissements de Dangbo, situés dans la vallée de l'Ouémé. Disons que normalement, la crue est normale. La crue est un phénomène normal. Mais depuis une semaine, nous avons constaté que ça a dépassé la norme pour une crue normale. Là, ça veut dire que ça rentre dans une inondation qu'on ne s'y attendait pas. Parce que nous avons démarré les séances de sensibilisation dans les arrondissements, dans tous les villages des 4 arrondissements de la vallée. Et nous avons aussi commencé le recensement, l'évaluation des dégâts au niveau de chaque village. Les populations s'abritent dans quelques rares écoles ayant échappé aux eaux envahissantes. Elles crient à la détresse. La faim est un risque imminent puisque les récoltes ne sont plus à espérer. L'ampleur des faits leur rappelle les souvenirs de 2010. Il s'agit des arrondissements de Kessounou, de Hétin-Houédomé, de Dekin et de Gbiko. On peut aller constater les dégâts qui sont occasionnés par la crue, par la montée des eaux. Tous les sites sont inondés, toutes les écoles, tous les CEG, tous les centres de santé sont inondés.
Nous sommes allés constater ça afin de pouvoir rendre compte aux autorités, non seulement rendre compte au conseil communal pour voir les mesures qu'il faut prendre et rendre compte également au gouvernement pour que les accompagnements qui sont possibles en ce moment-ci, que ces accompagnements-là puissent être au rendez-vous. Ces populations risquent aussi les maladies hydriques, les enfants notamment. Je vous l'annonçais en titre, la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou était ce samedi aux couleurs des produits locaux. C'est une initiative de Label Groupe International. L'objectif de ce forum international sur le consommant local et la libre entreprise est de contribuer à la promotion des produits made in Benin, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'international. C'est pour cette raison que le forum a réuni tous les acteurs de la chaîne, à savoir le producteur, le transformateur, le distributeur et le consommateur. Ensemble, ils ont échanger pendant une journée sur les défis qui entravent la compétitivité des produits locaux face à ceux importés. C'est un reportage signé Ulrich Gabar et Derompévi. Des bracelets et autres parures de beauté, des biscuits de soja, de l'eau alcaline pour affermir la santé, des produits cosmétiques à base de karité, du miel ou du moringa, de l'alcool de vin de palme distillé à 47%. Tous ces produits sont griffés Made in Bénin. Et ce n'est qu'un échantillon du génie créateur réuni au Palais des Congrès de Cotonou par Label Groupe International. Le Label Groupe International va permettre, comme je le disais tantôt, à tous les entrepreneurs de pouvoir imposer leurs produits, d'accord, entrepreneurs locaux, de pouvoir imposer leurs produits qui sont issus de la transformation de matières premières locales, tant sur le marché national, surtout, mais aussi sur le marché international, et permettre également aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes inspirants à l'entrepreneuriat de pouvoir développer une entreprise de distribution en se basant sur la promotion des produits tropicaux. Placée sous le sceau de la libre entreprise, l'édition 2022 du Forum international du consommant local dresse à travers ses différentes communications le tableau peu reluisant du secteur. C'est une rencontre d'échange sans langue de bois entre consommateurs, producteurs, transformateurs et distributeurs. Le Béninois ou l'Africain ne se nourrit pas à partir de ses valeurs, ne se soigne pas à partir de sa tradition des tisanes artisanales et va préférer l'acheter. Et donc les excuses que je viens de citer, comme des procès qu'on fait au Made in Bénin, ne le sont pas en réalité parce que le tout est basé sur l'éducation que nous avons reçue. Nous voulons accompagner, oui, mais nous voulons nous assurer dans le même temps que l'État, par ses institutions en charge du contrôle de la qualité, telles que l'ABSSA, telles que l'ANCQ, telles que l'ANM, puisse faire les contrôles appropriés et nous certifier que les produits qui sont mis sur le marché, qui sont autorisés pour la mise en consommation, sont des produits safe, c'est-à-dire des produits de bonne qualité. Au nombre de solutions et stratégies définies, Label Groupe International milite pour la libre entreprise au service du consommant local. Une stratégie de marketing et de distribution via un réseautage bien fourni et expérimenté. Ce qui vaut d'ailleurs la récompense des plus méritants parmi les tout premiers. Pour être compétitif, il ne suffit pas d'avoir un bon système commercial, mais il faut avoir de bonnes qualités de produits. Et après cela, il faut être prêt à coopérer. Donc nous appelons aujourd'hui à la coopération des producteurs locaux pour que nous puissions les aider à faire émerger leurs produits, comme je le dis, tant au Bénin et à l'international. Ça veut dire que petit à petit et progressivement, les Béninois prennent conscience de ce que le consommant local doit être notre leitmotiv, que le consommant local doit être défendu et que autant que nous sommes Béninois et chacun en sa position doit pouvoir défendre et faire la promotion du consommant local. Après les différentes communications, tous les participants sont conviés à une séance de dégustation et de découverte des produits exposés dans les stands. Un moment de délice pour tous ces consommateurs amoureux des produits made in Bénin. Célébrer le 5 octobre de chaque année, la journée mondiale dédiée à l'enseignant offre l'occasion privilégiée aux acteurs du système éducatif de se retrouver pour discuter sur des thématiques liées à la fonction enseignante. Les enseignantes et enseignants des circonscriptions scolaires de Djougou 1 et 2 ne sont pas restés en marge de cette journée. Ils se sont retrouvés ce samedi à l'ENI de Djougou pour non seulement se divertir, mais aussi surtout se pencher sur les mots qui entravent le rayonnement de la fonction enseignante. Alassane Arounan, Abdou Sabi Drissou pour le compte rendu. Et donc, j'interpelle le comité d'organisation
Des enseignantes et enseignants de la maternelle et du primaire en provenance des circonscriptions scolaires de Djougou 1 et 2 mobilisés dans cette salle de réunion de l'ENI Djougou. C'est la célébration en différé de la journée mondiale de l'enseignant à Djougou. Occasion pour ces hommes et femmes de la CREI de réfléchir sur les mots qui minent leur profession. Cette journée est dédiée pour tous les enseignants du monde. Sur ce, n'est-ce pas, ceux de Djougou ne devraient pas rester à marge. C'est d'abord la raison qui a motivé le comité d'organisation de prendre le taureau par les cornes pour commencer dès maintenant à nous faire entendre, à nous faire voir. La journée, c'est la nôtre. Nous pouvons commencer dès maintenant, montrer que nous sommes fiers, nous sommes en joie. Il faudrait que nous regardions en face, échanger et parler de nos problèmes afin que rayonne vraiment l'éducation dans la Donga. Le rayonnement du système éducatif dans la Donga, ces enseignants s'en préoccupent et s'engagent pour une éducation de qualité. Au directeur départemental des enseignements maternels et primaires, de les inviter à cultiver les valeurs fondamentales pour ennoblir leur corporation. Chers enseignants, notre travail est noble et délicat. Ce que les autres font allègrement, vous ne pouvez pas le faire. Le thème choisi cette année a donc des implications. Lorsqu'on dit enseignant, actuel et principal acteur du changement de comportement, cela veut dire que vous-même, vous devez être un modèle et faire tout possible pour que ce modèle-là soit incarné par les apprenants. La communication donnée par le directeur départemental du travail et de la fonction publique dans la Donga sur le régime disciplinaire de la fonction publique renforce la vision des organisateurs qui veulent mettre une croix sur les faits de déviance et de dérapage observés dans le cercle des instituteurs. Nous sommes venus leur montrer les obligations qui les incombent à véritablement être au service de la nation pour rayonner le noble métier auquel ils sont assignés, à faire preuve de respect de ces obligations pour mériter la confiance du chef de l'État, pour mériter la confiance des différentes composantes de l'administration publique et de la nation. La célébration de cette journée dédiée à l'enseignant s'est achevée ici par une séance de dégustation de plats. La 11e promotion de licence de l'École nationale de techniciens en santé publique et surveillance épidémiologique de l'Université de Parakou est officiellement remise sur le marché de l'emploi. La cérémonie de délibération et de remise d'attestation de diplômes aux étudiants s'est déroulée ce samedi dans l'amphithéâtre 1000. Ceci en présence des responsables de cette école et du rectorat, des enseignants ainsi que des parents et amis. Reportage de Jacques Degui, secrétaire à Dantoli. Ils sont 64 récipiendaires, dont 39 femmes, à recevoir leur parchemin ce samedi 8 octobre 2022, ici dans l'amphithéâtre 1000 de l'Université de Parakou. C'est le couronnement de 3 bonnes années de formation, faites de théorie et de pratique et sanctionnées par des soutenances de mémoire. Le résultat global se présente comme suit. Mention bien, 12 hommes et 27 femmes. Mention très bien, 1 et c'est un homme. C'est une matinée dont nous nous souviendrons longtemps et à laquelle nous repenserons certainement avec nostalgie. Nous avons eu l'occasion en 3 ans de comprendre minutieusement l'enjeu de notre profession, celui de toujours mettre la communauté au centre de nos efforts pour la prévention et la promotion de la santé. Ces 64 lauréats sont désormais aptes pour, entre autres, identifier les problèmes de santé publique, réaliser des enquêtes épidémiologiques et gérer des bases de données sanitaires. Des nouveaux produits prêts à être consommés partout où besoin se fera sentir. À vous, étudiants de la 11e promotion, sachez que ce que vous recevez aujourd'hui n'est qu'un parchemin. Le vrai diplôme, vous allez l'acquérir dans la communauté où vous êtes appelés à servir. Mais n'oubliez jamais les valeurs essentielles et cardinales de la vie.
que sont l'honnêteté, l'intégrité, la loyauté, l'humilité et le sens du devoir. Cultiver sans cesse la soif du savoir. Représentante du recteur à cette cérémonie, la secrétaire générale de l'université de Parakou a salué la dynamique observée depuis des années au niveau de l'ENADZE, mais s'est également adressée aux récipiendaires du jour. Rappelez-vous que la fonction d'intervenant en santé publique, voire d'agent de développement sanitaire, est une fonction à la fois noble et exigeante. Vous devez rester attaché à la population, en particulier à celle de la base. Mettez vos connaissances à leur service en toute humilité et en toute amabilité. Créée depuis 2008, l'École nationale de techniciens en santé publique et surveillance épidémiologique a déjà mis sur le marché du travail 628 diplômés avec un taux d'insertion professionnelle de 65%. Et il est annoncé pour très bientôt la création d'un master en épidémiologie dans cette entité de formation de l'UP. Les personnes en situation de handicap moteur du septentrion peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Elles ont gracieusement reçu chacun des fauteuils roulants des mains de l'association Alpha Tahaka et la mairie de Djougou. Au cours de la cérémonie qui s'est déroulée au stade de Achukuma de Djougou, plusieurs formations sanitaires des départements de la Takora, de la Donga, du Borgo et de la Libori ont également bénéficié de ces matériels de locomotion adaptés aux personnes en situation de handicap moteur. Alassane Arounan, Abdou Sabitressou. Un impressionnant lot de fauteuils roulants destinés aux différentes formations sanitaires du septentrion et personnes en situation de handicap moteur. C'est un appui matériel qu'apporte l'association Alpha Tahaka et la mairie de Djougou aux bénéficiaires directs pour désormais faciliter leur mobilité au quotidien. Au total, 315 fauteuils roulants ont été distribués, dont 115 pour les centres de santé des différentes localités et le reste pour les différents handicapés. C'est toujours pour soutenir les couches vulnérables et défavorisées et aussi améliorer les conditions de vie et de travail dans les différents centres de santé que l'association Alpha Tahaka a organisé cette activité pour que la vie sociale soit facilitée et améliorée. L'amélioration considérable des conditions de vie des couches vulnérables, une préoccupation majeure pour l'association Alpha Tahaka, appuyée par son partenaire Al-Hidayah de Koweït. Les multiples actions menées pour un développement harmonieux à la base réconfortent la position de cette ONG caritative, déterminée à contribuer significativement à l'épanouissement et au bien-être des couches défavorisées. C'est le lieu de remercier le président de l'ONG Alpha Tahaka, car depuis plusieurs années, il n'a cessé d'accompagner le gouvernement à travers différents appuis. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet relatif à l'assistance des personnes vulnérables, nous comptons déjà des dizaines d'appuis. Merci donc à l'association Alpha Tahaka et que Dieu vous bénisse et vous pourvoie davantage pour que les dons viennent toujours combler l'attente de nos populations qui en ont besoin. C'est une lueur d'espoir pour ces personnes en situation de handicap moteur. Parmi elles, cet élève qui aura dorénavant la facilité à se rendre dans son collège. Par cet appui en fauteuil roulant, Alpha Tahaka et son fidèle partenaire koweïtien, engagé aux côtés de la mairie de Djougou, militent pour une intégration sociale des handicapés, parfois marginalisés.
Et puis avant de vous quitter, le gagnant du jeu La Main de Fer organisé par l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin, Franck Glaou, est reparti ce dimanche avec le véhicule Suzuki Vitara d'une valeur de 15 millions de francs CFA. C'est le prix qui revient au gagnant de ce concours démarré ce samedi qui a pris fin après 26 heures de compétition. Ils sont 14 à compétir sur les 20 candidats présélectionnés. Ingrid Elvis Tonoucoin pour les précisions. J'ai toujours rêvé d'avoir un véhicule neuf. Wow. Il réalise enfin son rêve grâce au jeu concours initié par l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin. Dénommé La Main de Fer, cette compétition consiste à maintenir une main le plus longtemps possible sur le véhicule à gagner. Ils sont au total 14 candidats à compétir sur les 20 présélectionnés. Un challenge qu'a réussi Franck Glaou après 26 heures de compétition pendant lesquelles les candidats ont eu 25 minutes de pause à raison de 5 minutes chaque 5 heures. Il repart ainsi avec un véhicule Suzuki Vitara d'une valeur de 15 millions de francs CFA. La compétition n'a pas été facile, elle a été vraiment rude. On a eu de beaux candidats, personne n'a démérité, mais il fallait un gagnant et Dieu m'a fait grâce de ça. Et vraiment, je suis content et je remercie beaucoup Dieu et je remercie toute ma famille, surtout ma femme, ma maman et mon papa. Des fruits et des bouteilles d'eau, telles sont les seules rations alimentaires auxquelles les candidats en lice pour le jeu concours La Main de Fer ont eu droit pour renforcer leur organisme. La compétition s'est déroulée sous les yeux d'un huissier de justice. Un dispositif technologique a été aussi mis en place afin de s'assurer de la fiabilité du résultat final de la compétition. Alors les candidats avaient la main posée sur la voiture, chacun dans un emplacement bien défini. Dès que le go est donné par l'huissier de justice, avec ce que nous appelons la VAR, nous venons mémoriser l'emplacement de la main de ces candidats. Et par moment, la VAR repasse pour vérifier si l'emplacement des mains de chaque candidat est-ce que l'emplacement est respecté ou pas. Et dès que l'emplacement n'est pas respecté, systématiquement la VAR le montre et d'office ce candidat est éliminé. Donc c'est ce processus qui nous a permis de pouvoir éliminer tous les candidats jusqu'à aujourd'hui où vous avez eu la chance d'assister au face-à-face entre les deux derniers candidats et à la fin nous avons eu bien sûr le gagnant Franck qui est le candidat numéro F19 qui vient de remporter cette sublime voiture de la marque Suzuki Vitara. Cette première édition du jeu concours ne s'arrête pas à la remise du véhicule au gagnant. Les pronostiqueurs qui ont le plus voté pour le gagnant seront aussi primés. Le premier recevra une enveloppe d'une valeur d'1 million de francs CFA. Le deuxième et le troisième recevront chacun 500 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13 € Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit bel et bien sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.